Bienvenue dans The Wave. We tell the stories of life. The wave, the wave, the wave, the wave, the wave. D'ici 2050, l'Afrique devrait compter 2,5 milliards d'habitants contre 1,2 milliard aujourd'hui. L'urbanisation du continent est galopante et les densités démographiques explosent dans les villes. Les mégalopoles africaines s'étalent de manière exponentielle. Abidjan, Lagos, Johannesburg, Accra ou Dakar en sont des exemples. Une part croissante de la population accédera à la classe moyenne, aspirant à plus de confort et plus d'espace. Le programme des Nations Unies pour les établissements humains chiffrait dans une étude Paris en 2017 que 80% des logements africains en 2050 n'existent pas encore. Le succès de la transition énergétique sera crucial pour le futur de l'architecture en Afrique. Le continent fait face à plusieurs défis, écologiques, esthétiques, identitaires, sans compter les singularités d'ordre climatologique. Les dépenses énergétiques actuelles, fondées sur le système de climatisation, ne sauraient être répliquées. Il devient impératif de repenser les systèmes architecturaux des villes africaines en puisant dans les savoir-faire historiques de chaque société. Ainsi, les bâtiments conçus avec des baies vitrées ne sont pas adaptés aux chaleurs tropicales. Le béton, le verre et la tôle, qui composent une grande partie des habitations des villes africaines, sont des matériaux qui accumulent la chaleur et incitent à l'utilisation de climatiseurs. Au contraire, il faut regarder vers le passé. Comprendre le système des habitations circulaires qui ont fait la célébrité des peuples malinké, en pays mandé par exemple, pour retrouver des méthodes écologiques qui permettent de maintenir la fraîcheur. Mettre en place, par exemple, une architecture dite durable sur le continent consisterait à utiliser des matériaux non importés, sollicitant des savoir-faire locaux qui prennent en compte le climat et la géographie. Il reste que ces matériaux ont besoin d'être industrialisés pour rendre leur prix soutenable, un défi majeur quand on sait que le ciment reste bon marché. Dans une interview accordée au magazine Forbes en 2018, David Adjaye définissait l'architecture de la manière suivante. Il s'agit d'intégrer de manière significative un projet avec de vraies stratégies qui redonnent la meilleure valeur à l'utilisateur final et crée le plus faible impact sur la planète. Alliant préservation des technologies traditionnelles de l'argile et patrimoine architectural des communautés, l'architecte burkinabé Diébedo Francis Kéré a prouvé qu'il était possible de proposer un modèle architectural social pensé par les Africains pour des Africains. La célèbre école primaire, construite par son entreprise pour les petits-enfants du village de Gando, a été un exemple révélateur d'utilisation de la culture dans l'architecture durable et la préservation des identités. Le projet a permis d'utiliser les compétences, les matériaux et les technologies locales tout en formant les villageois aux techniques de construction et en contribuant à l'économie locale. L'école primaire de Gando a reçu le prix Aga Khan d'architecture en 2004 pour son utilisation novatrice des méthodes traditionnelles et durables. C'est ainsi que l'argile, pourtant perçue comme un matériau pauvre et peu susceptible de survivre à la saison des pluies, s'est révélé être un matériau durable, disponible, maintenant les températures basses et fournissant un environnement d'apprentissage idéal pour les enfants. Du côté du Nigeria, l'architecte Kunle Adeyemi a conçu une structure flottante pour répondre à la montée des eaux qui menace le bidonville Makoko. Un premier essai a été mené avec la construction d'une école flottante, inaugurée en février 2013, pour une centaine d'enfants, mais l'école s'est effondrée dans une tempête en juin 2016. Ce projet, par manque de financement et de soutien, n'a pas pu être mené à terme, bien qu'il ait été présenté comme modèle alternatif lors de la COP 21 sur le changement climatique en décembre 2015. La formation des générations futures d'architectes africains ne peut que reposer sur deux piliers. Ressusciter le génie créatif en s'appuyant sur les modèles indigènes et repenser les sociétés africaines pour leur offrir un meilleur avenir. We tell the stories of life. The wave, the wave, the wave, the wave, the wave. Bonjour, je suis Agathe Mensa. Les traditions culturelles africaines me passionnent. Je possède une expertise en droit des affaires, en finance de marché et en ingénierie culturelle. Au-delà de mes activités dans le monde de la finance, je préside l'association Action Culture et Développement, qui œuvre en faveur de l'éducation, de la transmission des savoirs traditionnels et de l'autonomisation économique des femmes. En 2019, j'ai créé la société Finance Horizon pour mettre mes compétences au profit du développement du continent africain par la culture et l'éducation financière.
Aujourd'hui, j'ai le plaisir de modérer cet épisode sur l'architecture africaine. Nous recevons 3 invités d'exception pour nous parler des enjeux de l'architecture africaine et de la ville africaine du futur. Je vais commencer par notre premier hôte, Amélie Sessé, Cameroun. Alors vous êtes la directrice générale de l'atelier Conception Patrimoine et vous présidez l'association Bâtir et développer Club UNESCO en France, qui a aussi une antenne au Burkina Faso. Vous êtes architecte, vous êtes également spécialiste de conservation et de gestion du patrimoine. Vous avez obtenu le prix des jeunes architectes lors de votre cursus universitaire. Vous avez travaillé en collaboration avec le ministère de la Culture en France, le Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, l'Association internationale des maires francophones. Vous êtes intervenu dans différentes structures nationales et internationales sur la construction durable, la réalisation et le suivi-évaluation des études et projets d'architecture et d'ingénierie culturelle liés au dynamisme de développement. Avec votre équipe, vous réalisez des équipements et logements adaptés aux conditions climatiques en utilisant des matériaux locaux. Vous militez pour un habitat respectueux des êtres humains et de leur environnement. Vous avez été surnommé Katirou par les femmes au Burkina Faso, ce qui signifie la femme qui construit avec la terre, celle qui fonde. Votre envie de partage vous a poussé à devenir auteur d'ouvrages jeunesse et de films documentaires sur le patrimoine africain. Bienvenue Amélie Sessé. Bonjour, merci, bienvenue. Issa Diabaté de Côte d'Ivoire. Vous êtes titulaire d'un master en architecture de l'Université de Yale et vous avez pu façonner cette carrière d'exception en Côte d'Ivoire, aux États-Unis et en France. En 2001, vous avez cofondé avec Guillaume Kofi le cabinet Kofi et Diabaté Architectes. En 2013, ensemble, vous créez la holding Kofi et Diabaté Group. Votre société s'étend et intègre les nouveaux métiers de la chaîne de production immobilière. Vous êtes membre de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, chevalier de l'Ordre national, et vous touchez également aux activités de design. Parmi vos réalisations, on compte l'immeuble CRRA UEMOA d'Abidjan, l'immeuble Trilenium à Dakar, l'immeuble GML de Libreville. Vous avez aussi conçu les résidences Chocolat à Abidjan, un écoquartier avec une surface globale de plus d'1,1 hectare. Votre société s'intéresse au développement durable puisqu'elle intègre les matériaux locaux pour tenir compte des économies d'énergie et finalement d'une architecture à l'africaine. Bienvenue Issa Diabaté. Merci Agathe. Vous êtes le président fondateur de l'association Africarchi, une association panafricaine représentée dans une quinzaine de pays africains avec un réseau international qui fédère des professionnels de l'architecture, de la construction, de l'urbanisme et des domaines connexes. Vous avez fondé votre cabinet d'architecture, Global Archiconsult, et vous êtes le responsable architecture et design urbain de Seme City à Cotonou au Bénin. Alors, Seme City, c'est la cité internationale de l'innovation et du savoir, un lieu destiné à être un laboratoire à ciel ouvert pour les chercheurs, entrepreneurs et étudiants. Seme City s'est développé dans la commune de Semepodji, une écocité africaine intelligente et durable sur 200 hectares. Bienvenue, Romaric. Bonsoir, chère Agathe. Parfait. Alors, on va démarrer. Nous sommes en 2021. L'épidémie est encore là. Et dans ce contexte, comment les uns et les autres, vous avez vécu la pandémie du Covid dans votre secteur d'activité? Et surtout, quel impact ça a eu? On commence par qui? Les dames d'abord, dit-on. Mais merci, alors Issa ou Marie, j'ai pas reconnu la voix, mais en tout cas, oui, effectivement, ça a eu un impact, puisque quelque part, j'ai pas beaucoup voyagé, j'ai pas pu aller sur mes terrains habituels. Mais en même temps, nous sommes des architectes, on fait beaucoup de charrettes, où on sait travailler aussi à la maison. Donc, on est beaucoup resté, moi je suis restée beaucoup à travailler sur place.
puisque je travaille beaucoup à l'international, donc forcément l'outil informatique et le numérique a bien marché. Et par contre, femme de terrain, donc j'ai pas pu aller beaucoup sur le terrain, vu que les conditions n'étaient pas favorables pour y aller. Voilà, en gros. Très bien. C'est ça qui m'a le plus manqué, le contact humain, bien sûr, hein, et les échanges, voilà. Mais on a pu quand même, j'ai pu réaliser des actions plutôt ici en France, dans le cadre voilà, d'actions plutôt pédagogiques, Entendu. Et en vous, Romaric? conférence. Voilà. Alors, oui, alors c'est vrai que la Covid a touché pas mal de secteurs d'activité et pas mal de personnes directement. Moi, étant basé essentiellement au Bénin, même si les activités sont beaucoup plus dans la sous-région et aussi quelques activités en France, la majeure partie de nos activités se trouve au Bénin, y compris l'agence également, étant au Bénin, le projet étant au Bénin. Et il faut dire que le Bénin a été l'un des pays, en tout cas en Afrique, ou pour ne pas dire dans la sous-région ouest africaine, où on n'a pas fermé nos frontières, voilà, et on a su en tout cas faire s'y construire en fait un périmètre autour de Cotonou et les villes proches. Et ça n'a pas duré longtemps non plus. Donc, on n'a pas eu de confinement. Du coup, les activités étaient parfois au ralenti, mais tournait quand même. Et il faut dire aussi qu'on était en plein chantier d'un bâtiment, le bâtiment emblématique, le premier bâtiment Semewan de Seme City. Et la plupart des acteurs étaient locaux. Pour ne pas dire tous les acteurs étaient locaux. Il n'y avait aucune entreprise étrangère, donc on n'avait pas le facteur justement voyages internationaux où des experts internationaux pouvaient ne pas venir. On n'avait pas ce problème-là, donc il n'y a pas eu de ralenti. Toutefois, il y a eu un impact sur les commandes des produits évidemment importés qui devaient venir de l'extérieur, donc des commandes qui ont pris du temps parce que bon, les usines ont fermé, les entreprises sont en réduction d'effectifs, donc c'était le seul impact, je dirais. Sinon, sur le terrain, les choses n'ont pas été aussi impactées que ça. L'activité au cabinet n'a pas baissé pour autant puisque la plupart des clients sont des clients locaux, diaspora, donc tout a été dématérialisé, donc Internet aidant, donc Oui, on a su garder le lien. très bien, merci. Et vous, Issa, de votre côté? Alors, moi, j'ai envie de dire qu'il y a deux types d'impact Covid. Il y a l'impact qui est subi, en fait, un petit peu comme Romaric disait, c'est-à-dire que l'impact qu'il y a eu en Europe va forcément avoir des répercussions sur nos espaces géographiques locaux. Mais l'impact Covid tel qu'on le vit en Europe est complètement différent de l'impact Covid comme on le vit en Afrique de l'Ouest. Et je pense que c'est un petit peu ce que Romaric disait. Nos activités localement n'ont pas été interrompues. Au contraire, je pense qu'elles ont pu continuer parce qu'il y avait effectivement moins de confinement. Il y avait peut-être moins de contraintes au niveau effectivement de tout ce qui est mesures sanitaires. Mais il y a eu nécessairement un impact, au-delà même de l'impact qui vient des répercussions des autres géographies. On a eu aussi l'impact du travail autrement et du fait, par exemple, de ne pas voyager. Disons que disons que depuis 2 ans, je voyage beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas désagréable du tout. Au contraire, je pense que non seulement en termes de durabilité, mais en termes de projection, de comment est-ce qu'on se voit évoluer, on se rend compte qu'on n'est pas si dépendant que ça de l'étranger ou de nos voyages, etc. Et qu'en réalité, on arrive tout à fait à rebâtir un écosystème qui va être 100% local pour le coup. Et moi, ce que j'ai vu émerger ces 2 dernières années sur Abidjan, je veux dire, le nombre de petites initiatives locales en termes de tout type de produits, hein, de produits alimentaires, de produits même d'accessoires, de décoration. J'ai vu, par exemple, toutes ces industries fortement évolué pendant la période du Covid, justement du fait que toutes les solutions, ou du moins la plupart des solutions privilégiées devenaient locales. Et donc, ça a poussé quelque part les entreprises locales à se réveiller un petit peu.
Donc, ça a été un impact de ce côté-là qui est positif. Oui, alors j'ai envie de dire que, alors ça dépend hein, effectivement. De mon point de vue, il y a quand même beaucoup d'impacts positifs dus au Covid. Déjà le ralentissement, le fait de s'interroger sur notre besoin de courir tout le temps, quelque chose d'assez important. Et du coup, quand on se ralentit, on va justement serrer les priorités différemment. Qu'est-ce qui est le plus important? Comment est-ce que on continue d'évoluer dans un monde qui est de plus en plus compliqué sans en subir les impacts? Et donc du coup, même la façon dont on va aborder la conception architecturale, l'utilisation des matériaux va quand même évoluer. Très bien. On va y revenir. Alors, tous les trois, vous êtes architectes. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de devenir architecte et où est-ce que vous êtes formé? Alors, je vais, puisque je suis la seule, nous sommes deux, donc on a une modératrice et une architecte, donc je prends la parole. Alors moi, j'ai un parcours assez atypique. Déjà petite, j'étais très manuelle et donc du coup, ensuite, l'enseignement général ne m'a pas très bien, je me suis pas très bien retrouvée. Et donc, j'ai démarré en seconde technique. Et donc, j'ai fait un bac génie civil. Donc, j'ai adoré ça, j'ai adoré les matériaux. Donc, j'ai commencé même à construire quand j'étais encore en lycée F4. J'ai fait donc F4, la section F4. Je ne sais plus ce que ça représente aujourd'hui. Donc, j'ai fait un lycée technique, en tout cas. Je suis partie par le lycée technique. Et ensuite, alors, j'ai voulu être architecte d'intérieur. Et puis, ma mère, mes parents m'ont dit, mais il faut être architecte, comme ça, tu pourras faire l'architecture d'intérieur, d'extérieur, tout ce que tu veux. Et j'ai eu un grand cousin aussi qui est architecte aux États-Unis. Donc, du coup, en m'accompagnant, donc, j'ai pu faire donc mes études d'architecture et donc j'ai fait en France. Je suis venue en France à l'âge de 15 ans et donc j'ai fait une première, seconde générale, c'est pas passé, donc j'ai fait une seconde technique donc en France et donc j'ai fait l'école Charenton qui est Est-Beaux-Arts qui n'existe plus aujourd'hui et ensuite j'ai terminé à la Villette. Et ensuite, j'ai fait d'autres spécialisations. J'ai fait un 2SS à la Sorbonne et une spécialisation en restauration de patrimoine Nanterre. Parce que dans le cadre de mon diplôme, j'ai été amenée à me confronter sur une femme africaine architecte. Voilà, et je voulais aussi savoir, en fait, j'ai commencé à me questionner moi-même étant étudiante, en me disant, mais si je vais dans le continent, au Cameroun, au Burkina, ou non sais où, quel type d'architecture je vais faire? Est-ce que je vais importer ce que j'ai vu ici, etc. Donc, tous ces questionnements m'ont permis de voyager pendant mes études. Et j'ai commencé en fait à me questionner sur l'architecture africaine et à travailler sur le patrimoine sans savoir que je faisais du patrimoine. Entendu. Issa? Oui, mais moi aussi j'ai un parcours qui n'est pas linéaire. J'ai toujours rêvé d'être architecte étant enfant. Sauf qu'en arrivant à l'âge du bac, on m'a fait comprendre que c'était pas un métier porteur et que c'était un métier difficile pour l'Afrique. Et déjà, à l'époque, pour moi, il était hors de question de vivre ailleurs que sur le continent. Donc, je me suis orienté vers une formation plutôt, on va dire, une formation sans enjeu. J'ai fait un bachelor en finance, donc j'ai commencé par la finance. Sauf qu'au bout de la troisième année, je me suis rendu compte que c'était pas du tout pour moi. Mais l'avantage d'avoir été aux États-Unis m'a permis de passer d'un bachelor à un master sans nécessairement perdre de temps. Évidemment, c'est un master qui est plus long, un master de 3 ans. Donc voilà, donc j'ai finalement pu retomber sur mes pieds.
Et je me suis formé en architecture à l'université de Yale, donc dans un programme de master de 3 ans, à l'issue duquel je suis rentré immédiatement en Côte d'Ivoire. Et quand je suis rentré ici, j'ai commencé à travailler comme stagiaire avec Guillaume Kofi, qui est mon associé aujourd'hui. Et puis, chemin faisant, j'ai été employé, associé, etc. Donc, ce qui était plutôt intéressant, c'est qu'on a été effectivement chemin faisant, confronté constamment à des défis pour quelque part un peu une démarche d'architecte qui n'était pas nécessairement bien comprise au départ, ou du moins était peut-être minimisée. Et voilà, chemin faisant, en tout cas, on a pris beaucoup de plaisir et beaucoup d'intérêt, non seulement sur l'architecture et telle qu'on devrait l'imaginer, la concevoir dans nos pays, mais également au-delà du bâtiment, au-delà de l'architecture, donc sur l'urbanisme, sur le développement, sur l'intégration effectivement de nos populations à leur espace bâti. Donc ça, c'est des questions qui jusqu'aujourd'hui nous passionnent. D'accord. Et quant à vous, Romaric? Alors, oui, un tout petit peu comme Amélie, la consort, j'ai fait un lycée technique hein, dès la seconde, parce que j'ai toujours, enfin, moi, j'aimais la terre, je partais souvent en vacances déjà avec mes frères et sœurs, c'était l'initiative de mon père, on allait à la ferme, on passait, sur les 2 mois de vacances, on était un mois à la ferme, donc tout ce qui était vraiment nature, on y était et on faisait des dessins là-bas, enfin, on s'amusait puisqu'il fallait s'occuper, à part quand on faisait un peu de récolte, on aidait voilà, ceux qui étaient à la ferme. Du coup, c'est sûrement mon père qui a vu que j'aimais bien le dessin. Bon, moi, je l'aimais bien. Mais à ce moment-là, je ne savais pas encore ce que c'était l'architecture. Et c'est lui, après mon BEPC, qui a voulu que je fasse l'architecture, qui m'y a incité. Je me suis inscrit. Donc, j'ai fait de la seconde en terminale un lycée technique hein, à Cotonou. J'ai eu un CAP dessinateur maître bâtiment en seconde, en première, pardon. Ensuite, un bac F4 comme Amélie en terminale, option génie civil. Ensuite, je me suis envolé pour Accra pour apprendre l'anglais dans un premier temps parce que je voulais aller dans un pays anglophone et il fallait forcément l'anglais. Donc, je me suis dit, le Ghana étant à côté, je suis allé à Accra où j'ai fait 2 ans. Et suite, après ces 2 ans, je me suis envolé pour le Japon, à Tokyo principalement, où j'ai passé 3 ans et demi. Pourquoi Tokyo? Parce que à ce moment-là, j'avais une opportunité. C'était une bourse japonaise, donc le ministère de l'enseignement supérieur au Japon qui offrait des bourses aux pays africains, donc, dont le Bénin. Et j'ai participé à cette candidature. J'ai passé les 2 étapes, écrit et oral. Donc, c'est comme ça que je me suis envolé à Tokyo. C'était en 2007. Donc, j'ai passé 1 année de langue japonaise. Ensuite, j'ai fait mes 2 années d'architecture, d'études en architecture, études supérieures, où j'ai eu mon diplôme de technicien supérieur en architecture dans une école à Tokyo. Et après ça, j'ai voulu découvrir autre chose, rebondir en Europe ou au Canada. Mais bon, j'ai fini par tomber sur Paris, où j'ai continué à l'École nationale supérieure de Paris-La Villette, qui se trouve dans le 19e. Donc, j'ai passé ma licence là-bas. Ensuite, j'ai passé le master, architecte diplômé d'État à ENSA. Et après, j'ai travaillé un peu plus de 2 ans dans une agence parisienne qui se trouve dans le 18e, où justement, après ça, je me suis inscrit à l'Ordre des architectes en France en 2017. Avant ça, j'étais rentré au Bénin en 2016 déjà, puisque je voulais vraiment travailler sur le continent. Et après, je suis rentré au Bénin, m'inscrire également à l'Ordre des archis au Bénin. Donc, cette double casquette France et Bénin. J'entends de vos 3 parcours, j'ai pas entendu d'école d'architecture africaine. Aujourd'hui, pour la jeune génération, ou même toute personne qui aspire à être architecte, comment elle peut se former en Afrique? Est-ce qu'il existe des écoles africaines d'architecture? Oui, donc il y a bon, on parle d'Afrique francophone, parce qu'en Afrique anglophone, je pense qu'il y a des écoles, notamment surtout au Nigeria, qui sont très connues. Et bon, je la connais pas très bien, mais j'en connais en tout cas en Afrique francophone. Donc l'UMO, non,
pas l'UMOA, qu'est-ce que je raconte? Les hameaux. Les hameaux. Voilà, les hameaux, qui est la première école inter-État d'architecture, qui fait architecture mais urbanisme aussi, qui était la première école. Ensuite, après, s'est créé des écoles privées. Au Cameroun, on en a une avec le confrère Jean-Jacques Cotton. Et au Mali, il y a une école privée aussi, les IO. Voilà, moi, je suis intervenue dans les 2 écoles privées déjà. J'ai été jury à l'EAMO. Voilà, j'imagine qu'en Côte d'Ivoire, il y en a une aussi qui s'est créée, je crois qu'il y a 2-3 ans, avec le programme Afrique Archi qui émane de la Villette. On était tous les 2 dans la même école et moi, j'avais créé architecture et développement à l'époque à l'école d'architecture et je suis contente parce que Romaric a repris ça très bien, voilà, avec un autre nom. Je te laisse, Romaric, continuer. Oui, en effet, tu as souligné les grandes écoles dans la sous-région. Il y a évidemment les hameaux, il y a les IO, il y a aussi le collège d'architecture à Dakar, d'ailleurs. Et ensuite, il y a d'autres écoles dans la sous-région, un peu comme en Côte d'Ivoire aussi. Mais la problématique, en fait, la difficulté, c'est que dans la plupart de ces pays francophones, je dirais ouest-africaines, ces écoles ne sont pas reconnues, en fait, par l'ordre des architectes des 10 pays. Je prends le cas du Mali, c'est le cas. Il y a toujours un conflit qui persiste toujours entre la reconnaissance, en fait, de cette école par les confrères, l'ordre des architectes du pays. On a le même cas aussi, en fait, au Sénégal, où l'ordre des architectes sénégalais ne reconnaissent pas, en fait, ces écoles-là. Donc, du coup, ces étudiants se retrouvent soit en cours de parcours, en licence ou en master, ils se retrouvent un peu embêtés à aller à l'UAMO, finir par l'UAMO d'ailleurs, pour pouvoir, en fait, avoir ce diplôme reconnu par les États de leur pays, pour pouvoir s'inscrire dans leurs ordres. Donc, voilà, c'est la problématique qu'ils ont. Effectivement, il y a pas mal de pays africains également qui n'ont pas d'école d'architecture. Je prends le cas du Bénin. On n'a pas d'école d'architecture ici. Du coup, pour se former, il faut forcément aller à l'étranger. Et ça aussi, ça porte un frein aussi au nombre d'architectes qu'on peut avoir dans nos pays pour pouvoir justement porter ce flambeau et ce beau métier qu'est l'architecture pour mieux dessiner nos villes. Donc, je pense qu'il serait temps, ou en tout cas, si nos États pourraient, en même temps que nos villes se construisent, contribuer à ériger de ces écoles-là, parce que si vous voulez avoir un bon cru en fait d'architecte dans un pays, il faut 10 ans, 5 ans de formation pour ne pas dire 6 dans certains pays, et puis 5 ans d'expérience, quoi. Et là encore, donc c'est encore le gros challenge sur le volet pédagogique sur le continent. En tout cas, sur la partie ouest africaine et Afrique centrale, je dirais. Très bien. Issa, vous souhaitez compléter sur ce point? Oui, alors moi je vais être un peu méchant. Allez-y, je vous en prie. Je vais être un peu méchant parce que effectivement nous avons quelques écoles sur le continent, mais est-ce que nous avons de bonnes écoles? Et pour moi, une bonne école, c'est une école qui va former en fait des candidats à affronter les challenges de leur environnement. Ce que je remarque, c'est que dans la plupart de nos écoles africaines, on reprend en fait des cursus qui sont relativement classiques. Pour un certain nombre, c'est des cursus qui ont 20 ou 30 ans d'âge. Et alors qu'on est dans une période complètement inédite où on est en pleine explosion démographique, on a des problèmes de gouvernance, on a des problèmes de gestion urbaine. Et je trouve un petit peu dommage qu'une école ne puisse pas s'interroger de façon sérieuse sur ces problématiques. Pour moi, en réalité, le savoir vient effectivement de l'environnement académique. C'est là qu'on va développer, imaginer, challenger des idées. Surtout que pour moi, les idées qu'on doit avoir, les idées qu'on doit développer aujourd'hui sont des idées qui doivent être les nôtres. Pourquoi les nôtres? Parce que elles doivent répondre aux véritables challenges de nos environnements. Je veux dire, la question principale justement de la ville africaine est une question qui doit être au cœur de nos écoles. L'urbanisme doit être au cœur de nos écoles et un urbanisme classique aujourd'hui ne peut pas répondre aux problématiques de nos pays. Quand on est en pleine explosion démographique et que tout ceci est couplé à d'autres phénomènes comme la percée numérique, etc.,
il est très difficile en fait d'attendre que des traités de sociologie puissent être écrits avant qu'on puisse calibrer notre conception sur ces écrits-là. En réalité, ce qu'il faut faire, c'est que nous devons être dans l'observation et nous devons être en fait quelque part des écoles laboratoires qui vont permettre effectivement de tester un certain nombre de principes. Je veux dire, pourquoi est-ce que nos villages marchent et nos villes ne marchent pas? Pourquoi est-ce que nos villes sont aussi centralisées? Pourquoi est-ce qu'on reproduit un urbanisme à l'européenne? Enfin, toutes ces questions, pour moi, doivent être au cœur effectivement de l'environnement éducatif. Et pour l'instant, en tout cas, il y a très très peu d'environnements éducatifs en Afrique qui prennent le taureau par les cornes et adressent ces questions-là. Il y a peut-être quelques exemples qu'on va retrouver, comme d'habitude, en Afrique du Sud ou au Maroc, où effectivement, il y a effectivement plus de... ou même en Afrique de l'Est, dans des pays comme le Kenya, etc., où il y a peut-être un petit peu plus d'ouverture vers ces questions-là. Mais moi, je rêve en fait d'un autre type d'école dans nos pays, où justement, nous sommes à même de développer une façon, une vision, une méthodologie qui pourrait même servir à d'autres continents, à d'autres environnements. J'entends qu'en Afrique francophone, il y a quelques écoles voilà, qu'il y a un souci de reconnaissance de diplômes entre les États. Quand un État a au moins une école, il y a certains États comme le Bénin dans lesquels apparemment il n'y a pas d'école d'architecture, et combien même il y a des écoles d'architecture, la question de la formation se pose, puisque les modèles de formation sont calqués, comme très souvent hélas, sur des modèles occidentaux qui ne prennent vraiment pas en compte les spécificités architecturales africaines. D'ailleurs, sur ce point-là, vous trois, dans le patrimoine architectural africain, qu'est-ce qui vous a le plus marqué et pourquoi? Ce qui me marque dans nos paysages, c'est en fait qu'on a oublié que nos villages marchent, que la plupart de nos villages fonctionnent jusqu'au moment où ils se laissent pervertir par l'environnement urbain. Donc, je pense qu'il y a une piste de réflexion enfin, vers des solutions de ce type. Et pourquoi nos villages marchent? Parce qu'il y a une gouvernance qui est centrale. Je veux dire, tout le monde connaît le chef connaît tout le monde, ce qui est complètement atomisé une fois qu'on arrive en ville. Donc, pour moi, oui, regardons déjà notre patrimoine, donc traditionnel, culturel, etc., avant de pouvoir imaginer des solutions du futur. Oui, pour continuer dans cette même démarche, moi qui travaille au cœur même de ce sujet, effectivement, j'ai fait pas mal de pays, et je continue et je suis vraiment assez impressionnée par la qualité architecturale, par l'ingéniosité de nos peuples qui font des architectures extraordinaires. Et qu'effectivement, dans les établissements scolaires, enfin universitaires, les écoles d'architecture, on n'en parle pas du tout. Je veux dire que si, moi j'ai été jury d'Aléa Mo, quand je demande à un étudiant, raconte-moi l'histoire de ton architecture, de ta production, il est incapable. Quand je présente des typologies architecturales, déjà, on en a pas mal, et ils sont étonnés alors que c'est à deux pas de chez eux. Donc, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que pourquoi notre patrimoine n'est pas déjà une source d'inspiration dans nos écoles? Pourquoi on n'apprend pas justement à l'organisation sociale, même l'organisation spatiale, je parle d'espace habité, non habité, semi-habité, dans les écoles, pour qu'on ne travaille pas là-dessus. C'est un véritable ressource. Et donc, moi, je travaille là-dessus, je me base là-dessus pour commencer au moins à réfléchir, parce qu'effectivement, on calque bien sûr ce qui se passe en Occident, alors qu'on n'a pas la même culture, on n'a pas les mêmes enjeux, etc., etc. Donc, pas les mêmes politiques d'habiter, même d'habiter, parce qu'on a une forme d'habiter qui n'est pas la même. Et donc, là, j'étais en Côte d'Ivoire, là, dans une ville, et on parle du quartier Seweke. Je pense que Issa connaît ce quartier à San Pedro, on parle de grand bidonville, mais moi on a étudié un peu, on a regardé un peu comment c'était organisé, mais c'est extraordinaire. C'est un quartier qui a été créé quand il y a eu
la création du port. Les gens on leur a donné un espace et cet espace-là, ils l'ont façonné à leur façon d'habiter. Et c'est complètement génial parce que c'est tout un labyrinthe qui est autour de ça. Ils ont créé des espaces communs, des petites ruelles, etc. Ce qu'on trouve d'ailleurs dans nos villages, quand on étudie les villages. Et là, il y a une écriture, on raconte une histoire. Le peuple raconte sa propre histoire, sa propre façon de s'approprier l'espace, etc. Et je pense que ça, c'est une forme d'art. Ce qu'on oublie, c'est que l'architecture, c'est aussi de l'art. Merci bien. Alors, donc, je pense que les deux intervenants tout à l'heure ont souligné des points assez importants. Juste pour souligner deux choses. Moi, je pense que ce qui m'a le plus marqué, bon, à part ce que la vie africaine même, le communautarisme, la fonctionnalité, le bouillonnement, en fait, que ce soit les villes ou même en zone rurale, on sent cette fédération. Je parlerai beaucoup plus des polarités dans nos villes. Je prends l'exemple des souks, par exemple, au Maghreb. Après, en Afrique de l'Est, la Libella, vous avez les églises enterrées, hein, que vous connaissez sans doute. Voilà, c'est des architectures, par exemple, moi, qui me questionnent, à l'instar des pyramides aussi, que vous connaissez aussi. Donc, un peu comme nous au Bénin, tout ce qui est palais royaux et autres. Donc, comme Issa disait tout à l'heure, c'est cette liaison, en tout cas, entre ancien, nouveau. L'histoire, elle est là. On ne va pas refaire le monde, mais c'est des choses aujourd'hui pour nous en tant qu'architectes de regarder autour de nous, voir ce qui se faisait, améliorer et puis adapter au contexte aujourd'hui et futuriste. Donc, pour moi, c'est des choses comme ça qui me marquent et qui m'amènent justement avec ma réflexion et mon parcours à aujourd'hui contextualiser chaque projet que je dessine, chaque ligne que je mets sur une feuille ou que je m'imagine que je projette quand je projette une architecture. Donc, je ne vais pas m'attarder là-dessus puisqu'il y a… Justement, tous les trois, donc les bâtiments que vous concevez, ils s'inspirent de l'histoire architecturale africaine. Et surtout, quels sont les matériaux locaux les plus adaptés pour ces conceptions? Et comment est-ce que vous concevez en fonction et pour mieux incarner aussi l'identité culturelle des pays, des villes, des territoires dans lesquels vous bâtissez? Le continent est très varié, donc en fonction des pays. Spécialement à chaque fois sur les projets sur lesquels vous travaillez. Moi, je pense que tout dépend du lieu dans lequel, déjà du terrain, hein, tout simplement, et puis les conditions climatiques. Et à partir de là, on s'adapte, que ce soit terre, bois, bambou, béton. Voilà, je pense que chacun a sa sensibilité. Il y a une sensibilité personnelle aussi. Et puis, il y a l'imagination qui vient avec. Après, le matériau, bien sûr, on va essayer, en tout cas, moi, je me suis spécialisée dans la construction en terre, mais j'adore le bambou, donc voilà, voilà. En tout cas, c'est en fonction, parce que moi, par exemple, je suis du Cameroun. Au nord, on construit en terre. Au sud, normalement, on était sur des maisons sur pilotis parce que nous sommes au bord de l'eau, de la lagune, et on a beaucoup d'eau, etc. Donc, vraiment, c'est en fonction, et puis en fonction du client aussi, on écoute le client. Et après de là vient notre crayon, Savoir-faire. notre savoir-faire. Donc, la question des matériaux locaux est très importante, bien sûr, puisque il faut que nous, on construit pour que le client, pour que comment on dit, le bénéficiaire soit bien dans sa maison. Il faut que la maison, c'est un lieu de vie. Donc, ce qu'on doit concevoir doit être aussi en fonction de la personne et surtout de son bien-être. On ne construit pas pour construire, on construit pour le bien-être. Donc, à partir de là, on essaie de trouver les matériaux qui vont avec. Bien sûr, on nous a proposé le béton parce que, bon, allez, on monte, mais aussi on a des vestiges en terre qui sont ou en pierre ou en bambou, etc. Voilà ce que je peux dire. Issa?
Alors, nous, on travaille pas mal avec. Alors, j'aimerais dire qu'on travaille plus avec des systèmes que des matériaux. Ne serait-ce que, par exemple, pour illustrer un petit peu ce que disait Amélie tout à l'heure, dans le sud de la Côte d'Ivoire, on est dans un climat tropical humide où, en réalité, on va chercher moins l'isolation et plutôt la ventilation traversante. Et quand on regarde nos architectures du sud de la Côte d'Ivoire, elles sont faites en ce qu'on appelle le bambou raffia. Donc, ce sont des lattes qui sont accolées les unes aux autres et on sait très bien que c'est jamais étanche. Donc, il y a une ventilation naturelle qui traverse ces espaces, ce qui fait qu'on n'accumule pas d'humidité. Quand vous remontez vers le nord de la Côte d'Ivoire, vous allez retrouver de plus en plus d'architectures en terre qui, en fait, permettent une isolation parce qu'on a plus d'écart de température. Et en réalité, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt les systèmes. C'est-à-dire qu'on peut faire de la ventilation traversante avec ce qu'on veut, en utilisant du verre, du béton, du bois, du bambou, ce qu'on veut. Mais il faut qu'on retienne qu'en fait, cette géographie-là va imposer une ventilation traversante, une autre va imposer d'autres systèmes d'isolation, etc., etc. Et c'est pour ça que je préfère m'attarder sur les systèmes et comment est-ce que les systèmes fonctionnent en fonction des lieux plutôt que sur les matériaux. Après, les matériaux, effectivement, il y a une donne qui est quand même assez importante dans l'histoire des matériaux, c'est que finalement, quelquefois, je pense qu'Amélie pourra bien l'exprimer, le fait de vouloir construire en terre dans certains endroits va coûter peut-être même plus cher que construire avec du ciment. On sait que la plupart des gens partout dans nos pays savent taper les briques. En revanche, l'expertise pour le piser ou la brique de terre ou le torchis, il faut aller les chercher. Le plus important, c'est de construire des architectures qui sont adaptées au lieu, mais par rapport non seulement à l'environnement climatique, mais aussi à l'environnement sociologique, comment fonctionne une maison. La maison ne fonctionne pas du tout pareil que l'on soit en Europe ou en Afrique, au Cameroun ou en Côte d'Ivoire. Et aussi l'environnement technologique, qui est capable de faire quoi et de bâtir comment et à quel coût. Donc tout ça, c'est un petit peu des ingrédients qu'on met dans la marmite pour faire une cuisine locale, finalement. Romaric. Ok, alors bon, au-delà des démarches, Issa l'a souligné tout à l'heure, c'est des démarches en fait qui vous permettent aujourd'hui, en tout cas, au-delà même du matériau, de pouvoir concevoir et innover dans l'art de bâtir. Aujourd'hui, au-delà des matériaux qu'a cité Amélie par exemple, bambou ou bois, chaque pays en fait a son matériau local. Ici, pour le cas du Bénin, à l'instar de celui de la Côte d'Ivoire que Issa a souligné, c'est un pays en fait humide également. Pourtant, il y a des constructions qui sont en terre. Nous, le matériau qu'on retrouve le plus, c'est l'argile. Donc, l'argile aussi, on peut l'utiliser en briques crues, en terre cuite, en fait, aussi, ou en fait, vous le chauffez, vous le faites cuire, en fait. Et là, nous, aujourd'hui, c'est ce que je propose d'ailleurs dans l'architecture que je conçois aujourd'hui, parce qu'on a ce matériau-là qui est disponible. On fait toute la structure, en fait, le gros œuvre, en fait, les poteaux, les dalles et les planchers, en tout cas en béton, et on vient remplir, en fait, toutes les parties vides avec des parpaings en briques en terre cuite. Ça permet d'avoir une isolation, comme soulignait tout à l'heure mes prédécesseurs, d'avoir une isolation thermique, mais aussi acoustique, à l'instar du béton qui joue pas le même rôle. Donc, après, au-delà de ce matériau terre, moi, je plébiscite aussi le bois. Le Bénin a cette chance d'avoir un bois appelé teck qui est de meilleure qualité, même si aujourd'hui on en trouve beaucoup moins. Après, vous avez d'autres essences de bois, l'ébène et autres. Mais en même temps, ça appelle en fait à la maintenance parce que plus vous utilisez le bois, après vous avez le coût de la maintenance, alors que les clients aujourd'hui ils veulent construire moins cher, bien. Donc ça re-questionne aussi notre approche dans l'utilisation des matériaux, sa manipulation contemporaine ou ancestrale, comme on veut. Mais moi, après, au-delà de ça, ce que je mets en place aujourd'hui, au-delà du matériau et de la démarche, c'est aussi en fait le terrain dans lequel on conçoit un projet, le sens du vent pour capter en fait beaucoup plus le vent dominant, orienter les baies, que la ventilation soit traversante.
qu'elle puisse rentrer idéalement par une baie et sortir par une autre, et étudier aussi l'effet en fait Venturi. On fait laisser l'air dans une baie vitrée plus large, et après la baie par laquelle il sort est beaucoup moins grande. Donc c'est des approches en fait qui vous permettent d'optimiser déjà la ventilation. Après il y a l'éclairage aussi, plutôt que de faire des baies classiques de taille standard occidentaux, où là-bas, la production elle est beaucoup plus industrielle. Ici encore, elle est manuelle. Donc, on fait des baies plus larges. On a des puits de lumière, de la lumière zénitale. Donc, il y a plusieurs approches. En plus, il y a la présence du verre que on essaie de mettre dans nos conceptions pour adoucir un peu le climat, le microclimat autour, parce qu'aujourd'hui, on sait tous que la plupart de nos villes africaines sont de moins en moins végétalisées. Donc, du coup, si on peut créer ce microclimat à l'échelle micro au niveau des architectures, c'est déjà pas mal. Donc, je pense que je vais pas m'attarder là-dessus. Merci. Justement, on dit que l'utilisation de l'argile, et vous l'avez évoqué là, dans la construction, nécessite beaucoup de maintenance. Qu'est-ce que vous répondez, vous, à cela? Est-ce que c'est pour ça il n'y a pas autant de construction avec ce matériau? Moi, j'ai été à Djenné, d'accord, au niveau de la mosquée. J'ai fait 2 nuits là-bas. Je me suis rendu compte, et d'ailleurs, ça se voit, après discussion aussi avec le maire ou les habitants, ils préfèrent aujourd'hui construire en briques que de construire en terre. Pourtant, l'État fait tout pour préserver la mosquée de Djenné et aussi les architectures en fait en terre. Pourquoi? Parce que, comme ils le disent, après chaque pluie, il faut mobiliser tout le monde pour venir en fait rebadigeonner, en fait, repasser une autre couche en fait sur ces architectures-là. Et aujourd'hui, c'est plus comme avant où on appelait tout le village, on appelait les gens du village à côté. Aujourd'hui, tout le monde va qu'à ses occupations et il y a beaucoup de moins en moins de jeunes vaillants dans les villages. Donc, c'est des problématiques en fait qui amènent cet aspect social, communautaire et aussi architectural. Donc, voilà, c'est la maintenance beaucoup plus qui emmène les gens aujourd'hui à se pencher sur le béton ou sur le ciment, donc construit en dur, où vous n'avez pas à mobiliser tout un village, ou en tout cas 5-10 personnes, pour venir, après chaque saison de pluie, rebadigeonner votre architecture. Donc, je pense qu'il y a ce côté-là qui n'est pas négligeable. Pour rebondir, je peux dire que c'est vrai que le patrimoine en lui-même demande beaucoup de maintenance, mais nous avons aujourd'hui, heureusement qu'il y a des innovations dans les techniques de construction. C'est sûr que le torchis demande beaucoup plus de monde, mais avec les nouveaux matériaux, avec les savoir-faire qui évoluent, on est parti du torchis, vous savez, de la boule de terre, etc., pour aller à la brique de terre. Dans la brique de terre, maintenant, on peut l'industrialiser, on peut en faire 100 000 par jour ou par 2 jours, etc. Donc, je pense que cette innovation-là, il faut continuer, bien sûr, la recherche. Ce qui est dommage, c'est que moi, je ne vais pas taper parce qu'il faut beaucoup de monde. Je pense que nos États doivent accompagner la recherche des matériaux. Ce sont des matériaux naturels. En Europe, on revient sur ces architectures-là. Pourquoi? Il faut se poser la question parce qu'on sait que ça marche. Donc, je pense que c'est tout simplement un problème de savoir-faire, de compétences, d'ingénierie, de construction qui manque dans nos pays. Et tant qu'on ne poussera pas la recherche, tant qu'on n'accompagnera pas des initiatives locales qui se démènent pour pouvoir justement faire évoluer les choses, mais dans le bon sens, eh ben, ce sera le même problème. Les gens iront chercher le ciment, mais on sait très bien, quand il fait 50 degrés, moi je suis allée, que ce soit à Podor, au nord du Sénégal, ou à Niamey à 50 degrés à 9 heures du matin, eh ben, tout le monde est dehors parce que c'est invivable dans le béton dans nos contrées. Donc, Pourtant, on a eu des solutions et je pense que c'est l'innovation, justement, la recherche. Et aujourd'hui, on a des solutions, on a en tout cas des solutions qui émergent, la brique de terre comprimée, les peintures, etc., et d'autres produits, la pierre taillée, qu'il faudrait plutôt faire avancer et puis accompagner cette recherche-là.
Donc, accompagner la recherche pour continuer à créer et à adapter les matériaux locaux aux spécificités africaines. Mais tout à l'heure, Issa, vous disiez que dans certaines régions, il était plus coûteux de construire avec de l'argile qu'avec du ciment. Alors, oui, en fait, on a fait l'expérience. Alors, c'est peut-être aussi le type de construction que nous avons favorisé. Nous avons tenté de construire avec du pisé. Et c'est vrai qu'on le fait de temps en temps, mais on s'aperçoit que c'est devenu un produit de riche. Parce que tout le monde ne peut pas se permettre d'attendre euh, une semaine, 10 jours, qu'un mur monte et qu'il soit damé à la main. Tout le monde ne peut pas aller chercher la bonne terre, des fois à plusieurs kilomètres, plusieurs centaines de kilomètres. Donc, c'est des chargements qu'il faut faire amener, etc., etc. Et c'est pour ça que je parlais plus de système que de matériaux. Il y a des environnements où ça n'a pas du tout de sens de construire en terre et vice-versa. Alors, il y a d'autres environnements où, par contre, la terre localement est abondante et effectivement, on peut imaginer construire avec de la terre. Mais il y a un autre facteur qui est un facteur sociologique et auquel on est de plus en plus confronté, c'est ce dont mes collègues parlaient tout à l'heure, c'est le fait que bien que la terre ou les constructions, les techniques de construction locales soient bien plus performantes d'un point de vue climatique, il y a de plus en plus de résistance à utiliser ces matières-là. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la maintenance, mais je pense que c'est pas le seul facteur. Je pense qu'il y a un facteur de projection. Comment est-ce que les gens s'imaginent évoluer? Et pour eux, utiliser du ciment est un signe d'évolution. Donc, vous êtes confronté parfois à des aberrations. Vous allez dans des villages où on quitte les cases où il fait bon pour plutôt occuper des habitats avec des murs en briques et des toitures en tôle. Donc, c'est vrai que pousser la recherche, c'est très bien, mais il y a aussi le fait de communiquer sur ce qui est désirable et pourquoi X ou Y est désirable. Aujourd'hui, on est quand même euh, on est quand même dans une vision où on est plutôt linéaire. Tout ce qui vient de l'Occident, on se dit que c'est Mieux. forcément mieux et on a tendance à abandonner ce que nous avions localement. Euh, Absolument. Et donc, globalement, j'entends que ce que vous déplorez dans la conception des bâtiments aujourd'hui et des maisons, c'est qu'ils sont pas forcément conçus ou pensés, puisqu'ils sont beaucoup hérités de copiés de modèles occidentaux qui forcément ne matchent pas avec le quotidien des uns et des autres. Et puis parfois par souci ou par volonté d'appartenance à une catégorie qui serait peut-être plus avancée, comme certains peuvent le penser, ils souhaitent, même dans les villages, construire avec du ciment alors que les matériaux locaux leur permettraient d'être dans de meilleures conditions. Ouais, juste une précision, le fait de construire en ciment ou en verre, etc., n'est pas fondamentalement mauvais. C'est-à-dire que pour moi, il faut qu'une architecture soit bioclimatique, qu'elle s'adapte à l'environnement climatique dans lequel elle évolue. Donc, par exemple, vous pouvez tout à fait construire en ciment, mais si vous avez des systèmes de brise-soleil de double pot qui permettent d'avoir un confort thermique à l'intérieur et de se protéger des ensoleillements, oui, pourquoi pas. D'accord. Donc, système plutôt que matériaux. Comment est-ce qu'on pourrait lutter contre l'insalubrité et la formation de bidonvilles dans les mégapoles africaines, selon vous? Alors, petite anecdote, et je suis sûr qu'Amélie sera d'accord avec moi. Il y a quelque temps, on a commencé à faire un petit peu d'exploration urbaine dans des quartiers dits précaires, un peu comme Seweke, mais là, on était à Djoufou, à Abidjan. Et en fait, c'est quand on regardait ces quartiers de l'extérieur, on se disait, oui, mais il faut éradiquer, ils sont insalubres, il faut les rendre salubres, il faut un habitat décent pour les personnes qui y vivent, etc. Et première chose qu'on fait, on fait une rencontre participative. Et qu'est-ce qui ressort de cette rencontre participative? C'est que les habitants nous disent, mais vous pouvez pas construire pour nous, vous, architectes. Vous ne connaissez pas notre sociologie, vous ne connaissez pas notre culture, vous ne connaissez pas nos moyens, vous ne connaissez pas notre mode de vie. Donc, il est impossible que vous, en tant qu'architecte classique, vous arriviez à nous donner une réponse qui nous convienne.
Ça, c'est la première claque. Ce qui veut dire qu'en fait, on a une idée de ces quartiers-là. On a une idée de leur insalubrité, de leur précarité, mais on ne la connaît pas réellement. Et une fois qu'on rentre dans le quartier, on se rend compte qu'il y a une structure sociale très importante. Il y a des chefs de chefs, des chefs par ethnie, des chefs par pays, des associations de femmes, ils font du compost, ils font de l'agriculture urbaine, ils collectent les ordures. Et la pire des choses, c'est justement de se débarrasser de ces quartiers parce qu'on se débarrasse en même temps de toute la structure sociologique qui est liée à ces quartiers-là. Donc, pour moi, le challenge n'est pas effectivement de lutter contre ce qui nous paraît comme être de l'insalubrité, mais comment effectivement faire en sorte que ces quartiers-là puissent créer leur propre assainissement, créer leur propre vision de ce qu'ils considèrent être l'assainissement. Surtout que, chose importante, quand on rentre dans ces quartiers, on se rend compte que tout le monde n'est pas là par défaut et qu'il y a des gens qui habitent là par choix, qui préfèrent habiter dans ces quartiers-là avec une organisation plutôt villageoise, donc avec effectivement une centralité de la gouvernance, plutôt que d'habiter dans des quartiers, on va dire, des quartiers avec des maires, des quartiers plutôt classiques, où finalement, en fait, il n'y a rien qui se passe parce que le maire n'est pas capable effectivement de gérer des villes avec des problématiques d'explosion démographique. Donc, je dirais qu'il faut un petit peu nous-mêmes réorienter la façon dont on voit ces quartiers-là pour savoir quel type d'intervention on devrait y faire. Et vous, Amélie? Tout à fait d'accord. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ces quartiers-là sont en fait propres à l'intérieur. Ce qu'il faudrait, c'est accompagner l'assainissement. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on conçoit, enfin certaines personnes conçoivent, on oublie l'assainissement. L'assainissement, il faut voir les caniveaux, ils sont ouverts. Les gens ne savent pas où mettre les poubelles, ben, ils mettent les poubelles dans les caniveaux. Donc, il y a des ouvrages d'art qui ont été réalisés, qui sont beaux. Moi, au mois de mars, on fait une visite, voilà, on nous montre un bel ouvrage, mais à l'intérieur, il y a de la poubelle. Donc, à un moment donné, soit on fait une vraie réflexion sur justement ce que c'est que cette salubrité, qu'est-ce que ça veut dire, et on apporte des vraies solutions. Et la question d'assainissement, la question de la poubelle, la question de réemploi de ces déchets, c'est une vraie question aujourd'hui. Mais c'est un objectif. Ouais. Pardon? Elle fait partie des objectifs de développement durable. Tout à fait. Et donc, mais il ne faut pas prendre seulement un seul point. C'est-à-dire qu'il faut prendre la globalité, effectivement faire, comme disait Issa, une démarche participative. Qu'est-ce que vraiment les populations veulent? Comment on les intègre dans le projet de développement urbain? Quel est leur rôle? Parce que dans ces quartiers-là, il y a effectivement des associations. Moi, j'ai posé des questions. Nous, on a des pelles, et on nettoie. C'est nous qui avons planté des arbres parce qu'il n'y en a pas, etc. Ils ont des solutions. Les populations ont des solutions. Mais voilà, il faut cette démarche participative et faire un vrai projet intégré qui permet justement que tout le monde se retrouve et du coup, tout le monde est acteur de son espace habité. Romaric, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur ces points déjà donnés, l'assainissement? Ouais, je pense qu'ils ont tout dit. Juste pour rajouter un petit point, c'est que en fait, les municipalités en fait ils ont un rôle à jouer au-delà même de l'aspect des quartiers à une certaine échelle. C'est qu'il faut en fait que les municipalités puissent faire aussi le travail de collecte de déchets et une bonne planification à court, moyen, long terme. Et les moyens également, parce que ils ont beau faire les jumelages avec des villes à l'international, des aides et autres qu'on apporte. Il faudrait que l'État central aussi puisse aider et accompagner nous au Bénin, puisque c'est récemment, depuis quelques années, en tout cas l'année dernière, il y a l'État qui justement a mis en place une société de gestion des déchets dans Cotonou et les villes avoisinantes, qui intègre les plus grandes villes qui gravitent autour de Cotonou, donc il y en a 5 environ. Et justement, il y a des centrales de déchets justement qui ont été construites et puis vers lesquelles sont acheminés tous ces déchets-là, traités
déchet par déchet, corps de déchet par corps de déchet. Donc, je pense que l'État aussi devrait accompagner les municipalités à renforcer les ressources humaines pour justement satisfaire justement leur population et ne pas laisser voilà, les populations livrées à elles-mêmes. Parce que comme Amélie l'a souligné, les caniveaux sont à ciel ouvert, c'est des ouvrages d'art qui sont censés drainer l'eau du centre-ville vers les exutoires. Mais force est de constater qu'en fait, que tout le monde jette en fait ses ordures dans ces caniveaux à ciel ouvert parce que c'est plus facile et on ne paye pas. Donc, voilà, c'est une démarche à avoir dans sa globalité et qui nécessite en fait la participation de tous, depuis l'État central à la population, passant par les municipalités. Absolument. Et ça fait partie aussi des défis qu'en tant qu'architecte, vous adressez face à l'urbanisation croissante des villes africaines. Vous exercez? Oui, bien sûr qu'il faut. De toute façon, on a un rôle à jouer. Bon, on est archi, mais bien sûr, les architectes travaillent avec les urbanismes et la question aussi est l'environnement. Donc, il faut qu'on intègre aussi la partie paysage. Donc, on prenait l'exemple des villages. Les villages, ils ont gardé les arbres. Je ne comprends pas pourquoi dans nos villes, on n'a pas d'arbres. Alors que c'est quand même aussi des poumons qui permettent justement d'apporter une vie agréable dans la ville. Donc, je pense que nous, les architectes, on doit travailler ensemble. C'est-à-dire que architectes, urbanistes, architectes paysagistes, etc., pour réfléchir vraiment, c'est tout un ensemble. L'architecte ne peut pas réfléchir tout seul, il a besoin de l'urbanisme, il a besoin de l'ingénieur, voilà, donc, et puis il a besoin de l'État surtout, parce qu'il faudrait aussi qu'on sensibilise nos États en disant, voilà, si vous voulez faire des villes à peu près correctes, bon, voilà, il y a un canevas à respecter, quoi. Issa Diabaté? Alors nous, c'est la principale raison pour laquelle nous sommes devenus développeurs, donc développeurs immobiliers, ce qui nous permet justement d'intervenir au-delà d'une seule parcelle et d'essayer d'imaginer une cohérence entre plusieurs logements, plusieurs habitats. Ce qui nous permet aujourd'hui de faire de la mixité, non seulement fonctionnelle, mais aussi par typologie de bâtiment, par typologie de population qui habite un même quartier, de sorte à faire que l'urbanisme soit avant tout la chose la plus partagée par la plupart des gens qui habitent ces environnements-là, qui se focalisent moins sur leur propre logement et plus sur le vivre ensemble. Mais effectivement, pour faire ça, nous avons dû nous former et un petit peu tordre le cou à la pratique orthodoxe de l'architecte et donc devenir développeur, de sorte à pouvoir être à l'origine de l'idée et à pouvoir véritablement suivre en fait tout son déploiement jusqu'au produit final. Donc aujourd'hui, notre ambition est de plus en plus de construire des quartiers, de construire des environnements avec avec en fait des environnements qui répondent à toutes les problématiques que nous avons citées, que ce soit l'assainissement, que ce soit le type de construction, la durabilité, l'intégration du verre, les aspects bioclimatiques, les aspects urbains et culturels, sociaux. Mais dans une démarche d'architecte. C'est vrai qu'effectivement, l'architecte a besoin de tous les autres corps d'État, mais moi, j'aime bien penser l'architecte comme effectivement celui ou celle dont émane l'idée. Et à partir du moment où l'idée prend forme, il faut pouvoir se donner les moyens effectivement de la matérialiser. Et pour nous, effectivement, passer d'architecte à architecte-développeur était quelque chose d'assez important parce que du coup, on va aussi, autant on échappera effectivement, ça nous permettra d'échapper en fait à tous les domaines qui ne sont pas directement liés à nous, y compris échapper à la faiblesse de nos gouvernances, de nos États. Et de votre point de vue, Romaric? Oui, non, mais je pense que mes prédécesseurs ont tout dit, hein. C'est surtout la réflexion aujourd'hui. C'est vrai que dans certains pays, ou même, je dirais, déontologiquement, la plupart des ordres hein, dans nos pays, même en Occident, refusent à l'architecte en même temps de travailler à une certaine échelle ou de ne pas être en même temps exécutant.
Mais ce que Issa a dit, hein, la démarche d'architecte-développeur, pour moi, c'est tellement évident, surtout pour nos pays africains, sur toute depuis l'accompagnement technique, donc de notre rôle en tant qu'architecte, jusqu'à en fait l'accompagnement sur l'aspect financier et pour aboutir en fait à la réalisation du projet. Donc, De la conception à la livraison. exactement. Donc, on peut plus réfléchir en fait de façon micro, juste sa petite parcelle. Il faudrait qu'on réfléchisse de plus en plus en macro, en fait, pas à l'échelle de la ville forcément, mais à l'échelle d'éco-quartiers, d'un îlot, de 4, 5 parcelles, 6 parcelles. Et là, la réflexion elle est tout autre. Et du coup, on peut arriver à optimiser tout ce qui est traitement de déchets, traitement d'eau, et puis même, pourquoi pas, arriver en fait à des réseaux tout enterrés. Système d'égout et autres. Donc, la réflexion, elle est beaucoup plus large. C'est bien noté. Du coup, pour vous trois, quelle image vous avez de la ville africaine future, des villes africaines futures, puisqu'elles sont plurielles, et surtout, comment est-ce que vous l'imaginez dans une certaine d'années, comment serait la cité africaine du futur? Est-ce qu'elle ressemblerait à Wakanda ou pas? Bourré technologie, c'est ça? Entre autres. Avec du vibranium. Exactement. Alors, Et les objets d'art restitués. Je sais pas. Je sais pas. Vous savez, ça va très vite entre l'informatique, entre le numérique, entre la robotique qui arrive à grands pas. Non, mais je pense qu'il faut que l'humain soit au cœur de la ville. Et tant que, voilà, je pense que la question humaine est hyper importante. Nos villes doivent lier à l'humanisme, à l'humain. Ça veut dire que elle doit le nourrir, elle doit le préserver des maladies et avoir aussi sa propre identité. Après, donc il y a des nouvelles technologies qui sont là, il faut bien sûr allier à ça, mais ne pas oublier d'abord que nous sommes des êtres humains et nous sommes de passage. Et le peu de temps qu'on a à vivre, il faut qu'on le vive bien, quoi. Donc la ville doit correspondre à cette humanité-là, mais qui donne et qui reçoit aussi, qui donne, mais qui donne du bien et qui fait partager son savoir-faire, et qui apprend aussi à travers l'autre qui vient de très loin et qui partage sa culture, qui partage ses aspirations et que cette ville-là soit aussi un lien avec son environnement. Comme on a parlé de préserver, de préserver l'environnement, c'est tout cet environnement social, culturel, géographique, etc., qui permettra que cette ville soit aussi identitaire quelque part. C'est ce que j'allais dire. Issa, donc, et vous, pour vous, oui. On entend là de vos collègues, forcément, c'est placer l'humain au cœur des projets, ce qui paraît évident, mais bon, c'est bien de le rappeler. Et puis, dans son environnement, dans son identité, avec toutes les composantes de son identité, sociétale, culturelle, environnementale. Alors, pour moi, la ville africaine du futur, on doit revenir au village en réalité. On doit revenir à des modes de gouvernance qui soient locaux, où justement l'humain est au cœur des décisions et l'humain est au cœur des décisions collectives. Donc pour ça, il ne faut pas qu'on continue de copier justement les déploiements de villes qui fonctionnent comme des hyper-mégalopoles, avec 8, 10, 15 millions de gens administrés et nos gouvernements ne savent pas tout à fait comment faire. On doit revenir effectivement à des échelles qui fonctionnent. Mais effectivement, on doit revenir à des échelles, mais on doit revenir aussi à des solutions de notre temps. Je veux dire, plutôt, aujourd'hui, on peut tout à fait relativiser le besoin en infrastructure, ne serait-ce que par rapport aux nouvelles technologies. Genre avec le Covid, on voit combien de voyages on a évité, mais il y a aussi d'autres exemples, comme par exemple la distribution de sang à des cliniques hors réseau routier au Rwanda en utilisant des drones.
Tout ceci, en fait, nous amène à questionner la façon dont on crée nos infrastructures de façon classique. Et pour moi, la ville africaine, c'est une ville qui doit justement donner des réponses au monde entier, justement, sur ces problématiques. Quand vous êtes dans un environnement qui est hyper centralisé, vous avez un métro qui est tentaculaire, effectivement, qui irrigue toute une ville. Quand vous avez un virus, un corona, tout de suite, immédiatement, il a exactement les mêmes canaux de déploiement que votre transport, réseau routier, etc., etc. Donc, le fait de revenir à des échelles qui sont peut-être plus humaines en termes de gouvernance, et avec justement des environnements où on va s'assurer d'un certain nombre de choses, comme par exemple euh, faire en sorte qu'on puisse mener 80% de ces activités sans avoir besoin d'utiliser d'objets motorisés, se déplacer pour aller au travail ou habiter des villes qui sont beaucoup trop grandes, qui nécessitent forcément des énergies extraordinaires pour pouvoir déplacer les gens. Revenir justement à des environnements où on évite tous ces besoins, où on a appris justement de tous les échecs des villes actuelles, qui pour moi ne sont pas nécessairement des exemples. Les villes occidentales, pour moi, ne sont pas des exemples de fonctionnement. Je pense que justement, la ville africaine doit être l'opportunité pour l'humanité de pouvoir recréer un nouveau contrat social avec notre environnement direct. Romaric, de votre côté? Alors, moi, pour ma part, hein, je pense que mes prédécesseurs ont été dans la ville idéale africaine, ce qu'elle devait être, mais pas ce que la vie africaine serait voilà, à l'horizon qui a été mentionné. Parce qu'on le sait tous, cette vision-là, c'est la vision qu'il faut, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'elle devait être. Mais moi, enfin, je dirais pas que je suis persuadé, mais je pense parce que quand je regarde autour de nous, hein, en Afrique, c'est comme si en fait on était dans une course. On veut ressembler en fait aux métropoles. Et ça, le disait tout à l'heure justement, c'est pas de ressembler en fait à ces villes-là, puisque ce sont des échecs. Mais en fait, force est de constater que la plupart de nos villes veulent ressembler en fait. On re-questionne pas, on fait beaucoup de copier-coller. On veut rattraper en fait le développement qu'on n'a pas eu depuis ces années-là, à tout vouloir en fait rendre, faire même plus que ce qui se fait à l'étranger. Je pense qu'il faut éviter cette course en fait à la digitalisation de tout, parce qu'on on va arriver à perdre l'humain. Ils l'ont souligné tout à l'heure. Donc, moi, je veux faire en fait un rétro-positionnement où en fait, il faudrait qu'on ait et là, tant qu'on irait dans cette course-là, tout digitaliser. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il l'a souligné. Si on n'investit pas dans la recherche, en fait, on n'arriverait pas en fait à trouver des solutions qui nous permettraient en fait de répondre nous-mêmes à nos propres besoins et qui soient contextualisés. La technologie, pareil, ça se développe, mais beaucoup sont pas contextualisés parfois dans leur propre contexte. Et ensuite, il y a cette ville hybride à l'africaine où voilà, on veut tout satisfaire, mais en tout cas, je pense que l'idéal, il est là. Il est de notre ressort en tant qu'architecte et en collaboration avec soit urbanistes, planificateurs et tout ça, d'emmener en fait nos décideurs politiques, parce que quand on parle à l'échelle de la ville, c'est l'échelle politique. Oui, c'est la politique de la ville, hein. C'est du public. Ouais. Voilà, donc il faudrait qu'on les emmène, qu'ils nous écoutent et qu'on les accompagne en relation avec des experts internationaux, parce que bon, on ne peut pas travailler tout seul, et qu'on arrive à leur faire comprendre en fait qu'il n'y a pas de course à avoir, il y a une adaptabilité qu'il faut faire en fonction des mœurs, des usages, et aussi éduquer aussi nos populations, il faut le dire. Après, quand je dis éduquer, c'est pas éduquer dans le sens, voilà, mettre bâton, mais c'est pour dire, parce qu'on a beau leur offrir des infrastructures technologiques qui sont à la pointe et tout ça, et ils pourront pas. Et ils s'y retrouvent pas parfois, ou ils pourront pas avoir un usage en fait que quelqu'un qui a une certaine civilisation pourrait. Enfin, quand je dis civilisation, c'est pas pour être pour comparer, mais Non, on entend bien. vous voyez ce que je veux dire. Donc, Oui, d'autres modèles. d'autres modèles, voilà. Donc, c'est un ensemble de choses. Et sinon, on est tous d'accord qu'il faut l'humain. D'ailleurs, le communautarisme que nous envient beaucoup d'Occidentaux et autres, on risque de le perdre parce que tout le monde aujourd'hui veut marquer autour de vous, est dans son portable. Tout ce qui sera digitalisé va limiter en fait les rapports humains. Voilà. Donc, il y a une démarche à avoir. Il n'y a pas de formule magique parce que chaque pays a aussi son empreinte, son ADN. Donc, il faudrait. Oui, ses spécificités,
C'est ça, clairement. Donc, pour moi, il faut que la ville africaine soit hybride, mais à sa manière. Entendu. D'ailleurs, Amélie, qu'avez-vous constaté du côté des femmes dans la conservation du patrimoine? Parce que j'entends là d'Issa Diabaté et de Romaric Atoké, puis vous-même, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la ville du futur, finalement, c'est se reconnecter à soi-même en prenant en compte ses spécificités et en incluant, bien sûr, les avancées technologiques, la recherche, etc., mais tout en gardant, évidemment, en partant de son patrimoine propre. Vous qui travaillez avec les femmes, justement, qu'est-ce que vous avez constaté de la conservation du patrimoine du côté des femmes? Alors, en fait, moi, qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté qu'il y avait une organisation de chantier, c'est-à-dire que ce sont des femmes qui sont organisées. Il y a des connaisseuses, il y a des transmetteuses, et puis il y a tout le monde qui arrive, qui apprend. En général, ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est de comprendre comment ça fonctionne, d'apprendre auprès de ces femmes et de ces hommes. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je me suis formée en architecture de terre et puis en enduit décoratif, etc. Donc, il y a un savoir-faire qui existe, qui est extraordinaire, mais qui est pas du tout valorisé, sinon très peu. Et donc, comme je disais au départ que j'adorais les matériaux, et donc, ce qui m'a fasciné dans tout ça, c'est non seulement la recherche qu'elles font et, en termes de recherche pour appliquer les enduits et les peintures naturelles, et aussi le perfectionnement qu'elles ont dans la réalisation de leurs œuvres. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Et à chaque fois, quand je peux, je crée un atelier de transfert de compétences pour pouvoir non seulement apprendre et puis transmettre aussi de mon côté. Donc, ce sont des femmes. Alors moi, il y a différents types. Il y a des femmes Peuls, Touareg et tout ça, donc l'habitat nomade. Vous savez que dans la culture nomade, c'est la femme qui appartient à l'habitat. Et donc, du coup, c'est elles qui construisent l'habitat, et puis l'homme donc arrive. Et donc, dans tout ce travail anthropologique et sociologique, j'ai appris avec elle, voilà, comment construire, par exemple, un habitat nomade en fonction des Touaregs ou en fonction des Peuls, et comment c'est organisé, comment voilà, c'est fait. Et pour les femmes qui font des enduits et des décorations, c'est surtout voilà, l'organisation de la technique, les matériaux, comment elles vont chercher les matériaux et comment après elles les appliquent et comment elles les transmettent. Donc, c'est tout un enseignement qui se fait sur un chantier école. Alors, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris énormément, bien sûr, et je continue à apprendre auprès d'elles comment elles restaurent. Elles restaurent ensemble. Elles sont organisées. Il y a une maison qui doit être restaurée. Donc, on va chez la plus ancienne qui connaît le savoir et qui organise le chantier pour que celles qui savent transmettre aux autres, etc. Et puis jusqu'au plus petit. Donc, j'ai fait un film là-dessus sur la restauration d'une maison en terre, celle de la maison de Jean Rouch au Niger, mais j'avais fait d'autres aussi, un autre film, toujours au Niger, sur les femmes bâtisseuses du Niger. Merci pour ce partage. Tous les trois, j'ai une question. Est-ce que vous pourriez me donner 3 mots pour décrire votre travail? Issa Diabaté. Épanouissement, reconnexion et environnement. Bien. Romaric. Alors, c'est la colle à la fin, en fait. Exact. Sinon, c'est pas drôle. Ouais, ça c'est sûr. Alors moi, je dirais pureté et lumière, et puis connexion. Connexion. Ouais. Et vous, Amélie? Je dirais transmission, innovation et durabilité. Bien. Avez-vous une inspiration, un architecte africain dont vous admirez particulièrement les travaux et pourquoi? Alors,
celui qui me vient, je dirais Hassan Fati. C'est un Égyptien, architecte égyptien. Il m'a toujours fasciné, hein. C'est un monsieur qui avait une vision, qui aimait l'utilisation de la terre, des ressources locales. Au début, on ne le comprenait pas, mais in fine, c'est après, enfin, en fin de carrière ou même après qu'il soit parti, qu'on a reconnu en fait son talent et autres. Donc pour moi, c'était quand même voilà, quelqu'un qui a contribué à l'architecture africaine ou l'architecture en Afrique, je dirais, et l'utilisation des matériaux dans nos contextes locaux. Ouais. Hassan Fati, égyptien. Et vous, Issa Diabaté? Alors moi, j'ai du mal à trouver un nom. Mais en revanche, alors c'est peut-être une réponse de Normand. En revanche, ce que j'ai envie de célébrer, c'est tous les architectes anonymes qui ont bâti en fait notre patrimoine architectural de façon silencieuse. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, qu'on passe par le Cameroun, en allant par exemple dans le Sahel, on va avoir une richesse assez incroyable en termes d'approche architecturale. Et moi, c'est plutôt ça que j'aimerais célébrer plutôt qu'une personnalité en particulier. C'est fait. Amélie? Oui, je suis désolée, Issa, mais alors moi, je pars dans le même sens que toi, mais je mets l'accent alors sur les femmes qui m'ont appris qui m'ont amené dans le patrimoine et voilà, et toutes ces femmes anonymes et ces hommes d'ailleurs aussi. Bon, je dirais quand même maintenant Aman Mohamed qui m'a amené dans le patrimoine camerounais. Très bien, je vous remercie. Je vous remercie pour votre temps, pour ce partage d'informations, de témoignages, de visions que vous avez pu nous livrer au cours de ce podcast de l'UNESCO dédié à l'architecture africaine, incarné par 3 grands architectes africains. Donc, durant toute cette heure, on a parlé d'énormément de points, mais surtout, ce qu'il faudrait retenir, entre autres, de l'architecture africaine, c'est qu'elle permet peut-être de se reconnecter, de connecter, d'apporter de la pureté, de la lumière, de la transmission. Elle est innovante et surtout, elle s'inscrit dans la durabilité. Moi, c'est ce que j'ai retenu, en tout cas, de vos réponses et de votre parcours sur l'architecture. Merci à vous. Merci, Agathe. Merci, Agathe. Et à Une toute dernière l'équipe. question quand même. Quels sont les projets sur lesquels vous travaillez aujourd'hui? Alors, en général, on travaille toujours sur plusieurs projets à la fois. Tant je pense mieux, que c'est la mieux. même chose pour. C'est un signe Mais de bonne après, santé. Il y en a certains qui sont véritablement emblématiques. Aujourd'hui, pour nous, le projet qui est le plus emblématique pour nous aujourd'hui, c'est l'opération de 20 000 logements sur laquelle nous travaillons au Bénin, où effectivement la réponse doit être urbaine, elle doit être sociologique et elle ne doit pas être que architecturale. Elle doit être urbanistique aussi. Et vous, Romaric? Alors, le grand projet, je dirais, sur lequel je travaille aujourd'hui, bon, après, il y en a plusieurs, comme Issa l'a dit, enfin, heureusement qu'il y a plusieurs projets sur lesquels on travaille. Après, c'est l'échelle qui est différente. Il y a un projet intéressant, en tout cas, moi, qui me plaît, qui n'est pas forcément le plus important, mais en tout cas, qui n'est pas loin. C'est la réhabilitation, en fait, d'un bâtiment R+8 avec sous-sol en plein cœur de Cotonou, sur lequel on travaille aujourd'hui. Un projet qu'on a gagné via un concours qui a été organisé par le maître d'ouvrage, qui est assez challengeux parce que c'est un bâtiment qui est quand même sur une artère principale de la ville et qui demande une requalification, une approche vraiment architecturale avec une empreinte, avec les 3 mots que je vous ai soulignés tout à l'heure, hein, qui sont identitaires. Et donc, c'était un vrai challenge et qui est un défi aussi à la fois, puisqu'on a une mission complète. Et puis, si je dois souligner un projet, c'est celui que je dirais. Entendu. Et vous, Amélie? Moi, j'en ai aussi pas mal, mais je m'attarde sur un petit projet qui est une école, mais qui a toute une réflexion autour de l'école et de l'éducation aujourd'hui en Afrique. Donc, voilà, c'est une école qui est aussi une école de formation. Et donc, je travaille là-dessus.
Merci à tous. En tout cas, merci beaucoup Agathe pour la modération. Merci Amélie, Romaric, Keïssa d'avoir accepté notre invitation. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode de ZoWave. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre page Instagram. We are the way we reaching out to the skies, Africa rising, burning like on the stars. We are the way we tell the stories of life. We tell the stories.